La revue de l'année politique avec Mario Dumont. Bienvenue à la rencontre politique revue d'année. Je suis en compagnie pour faire cette revue de l'année d'Antoine Robitaille, Elsie Lefebvre et Emmanuel Latraverse. Bonjour à vous trois. Bonjour. Allô. Année, qui a quand même été une année mouvementée en politique, année électorale au Québec. Et on va commencer avec ça tout de suite. Avant de parler d'année électorale, évidemment, c'est une année où les partis politiques sont en effervescence, se préparent pour le meilleur et pour le pire. Ça a été ça au Québec. Je commence avec toi, Antoine. Parti québécois qui n'avait pas eu une année facile avant le déclenchement de l'élection. C'était inquiétant pour les militants, là. Vraiment, les attentes étaient extrêmement basses, puis ça les a aidés pour le résultat, dans le fond, parce que le résultat n'a pas été terrible, mais il a paru moins pire, parce que on pensait que ça allait être une annihilation complète du Parti québécois. Puis finalement, grâce notamment à une voleuse de dépliants, le chef du Parti québécois a été élu, puis deux autres derniers des Mohicans sont là. Alors, vu que les attentes étaient basses, moi je pense que le PQ s'en est sorti comme ça. Du côté du Parti libéral, toute l'année, on essayait de se mettre en mode préparation. On nous disait que ça allait mieux aller. Les sondages bougeaient pas beaucoup. T'en as pensé? Difficile chez les francophones? Très difficile. Dominique Anglade était énergique. Donc, on l'a vu en campagne électorale. Elle a essayé de ramener son parti. Donc, elle avait fait un virage chez les francophones plus tôt dans l'année. Elle était revenue vers sa base montréalaise, on peut dire, allophone, anglophone. Donc, ultimement, elle a consolidé son vote acquis. Mais chez les francophones, c'est une catastrophe. Donc, en bas de 10 %, le parti est anéanti à l'échelle du Québec. Puis, on connaît la suite. Elle a même été obligée de quitter. Donc, moi, je pense même qu'elle a scellé son sort électoral pendant le printemps 2022 avec tous les nombreux reculs qu'elle a été obligée de faire sur la loi 96. Ça a comme amplifié la perfection qu'elle était dépendante de ce vote anglophone. Puis, ça a coupé ses chances d'être entendu plus tard en campagne électorale par les francophones. En même temps, elle a fâché les électeurs anglophones parce que son groupe a proposé des amendements pour le projet de loi 96. Non, ça n'a pas été habile. Et les a retirés. J'avais rarement vu ça, moi, dans l'histoire. Un parti qui dit il faut absolument amender la loi. Il suppliait le gouvernement de l'aider à retirer ses propres amendements. Écoute, non, c'est du jamais vu. On a parlé Parti libéral, Parti québécois. Les sondages ont à peu près stagné toute l'année. Celui qui a gagné des points toute l'année, c'est Éric Duhem. Oui, parce qu'il a su capitaliser sur le roll-ball des Québécois face à la pandémie. Puis il faut pas oublier que l'année 2022 a commencé avec quoi? Avec l'alerte Amber du couvre-feu, là. Oui. Tu sais, genre, tout le monde était comme... Puis ça, c'est comme si M. Legault a commencé l'année en mettant les Québécois de mauvaise humeur. Ouais. Puis je pense que Éric Duhem a été capable de capitaliser là-dessus. Puis alors qu'auparavant, on lui reprochait d'être irresponsable, à partir du moment où le gouvernement s'est mis lui aussi à lever les mesures sanitaires petit à petit, qu'on a vu la colère des camionneurs à Ottawa, tout d'un coup, c'est comme si début 2022, collectivement, il y a eu une réflexion si on n'était pas tombé dans l'inquisition sanitaire à un moment donné. S'il fallait pas revoir notre rapport à la pandémie, puis c'est sûr que lui était à la bonne place au bon moment, puis il a contribué à forcer ce débat-là. On parle de période préélectorale. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la CAQ qui, effectivement, ça a commencé un peu comme ça, là. L'année a commencé dans les mesures sanitaires, le printemps, le retrait des mesures sanitaires. Est-ce que la CAQ a eu à préparer son élection? Recruter des candidats vedettes, peut-être? Non, c'est ça. Ça affluait, là. Il y avait tellement de propositions. Mais j'ai trouvé que c'était une année où il y avait beaucoup de dents serrées, où on se retenait, d'une part, d'être trop arrogant. Parce qu'on avait tendance à dire, il y a même un conseiller à un moment donné qui m'avait dit, si on a 110 députés, on fera l'opposition officielle aussi, on aura une gang contre le troisième lien, des caquistes contre le troisième lien. Donc, on pourrait être on était rendu confiants, là. Et non, c'est ça. Il y avait un danger. Quand ce type de blague-là circule, il y avait ce danger. Et j'ai senti que les caquistes ont essayé de se retenir, là. Je suis retournée voir les sondages, puis 2 ans
auparavant, au cœur de la pandémie, François Legault avait 70 % de satisfaction. À l'aube du déclenchement des élections, il est baissé à 55-50, mais ça restait quand même très fort comme appui. Donc, il sentait une petite chute. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une campagne, des fois un peu difficile, il était craintif. Sautons dans la campagne. Tu nous parles de M. Legault. Est-ce qu'il y en a eu une bonne campagne, lui? C'est ça. Donc, on a vu François Legault un peu bougon. Puis, il y avait tout pour être confiant. Mais c'est T'es douce. C'est l'esprit des fêtes, chérie, qui te rend maganine. C'est ça, mais il y avait tout pour être confiant, des sondages très forts, mais il était incertain, puis ça a été une campagne catastrophique, on va se le dire. Non, mais moi, je vais aller plus loin que ça. Ça fait 2 campagnes qu'il fait, M. Legault, là. Il est pas bon en campagne électorale. On peut-tu juste le dire? Il est pas bon. Mais là, il a gagné 2 gouvernements majoritaires. Oui, mais il a gagné un gouvernement majoritaire parce que le monde voulait mettre Philippe Couillard dehors, puis il a gagné l'autre parce que les Québécois lui pardonnent d'être pas bon. Il l'aime, comme il est de même, puis c'est pas grave, mais objectivement, il est un des plus mauvais campaigners que j'ai vu depuis longtemps. Mais surtout en 2022. Mais en plus, il était de mauvaise humeur en 2022. Tu sais. Pourquoi il était de si mauvaise humeur? Ça reste un mystère. J'ai jamais compris. Moi, j'ai écrit plusieurs chroniques sur le mystère de la mauvaise humeur de M. Legault. C'est vrai que t'as écrit Tout va bien. Parce qu'il y a 24% d'écart entre toi et ton plus proche rival. Oui. Puis t'as une mauvaise humeur. Là. Il se fâche contre une chronique où on l'égratigne un peu. C'est fou. Moi, à la fin de la campagne, j'ai écrit « Il a perdu la campagne ». T'sais, il était fâché ce matin-là, il n'a pas voulu répondre à mes questions, puis moi, puis là, vous, on sait bien avec vos chroniques. Il dit ça en public. Je me suis dit, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je pense qu'il était fâché contre lui. Ah, peut-être. On va faire de la pop psycho, là. Oui. C'est que, tu sais, t'as tout pour que ça aille bien. T'as un plan de campagne pour payer un an. Puis là, à chaque fois, là, tu te fais taponner sur l'immigration, et puis là, tu mets le bout de l'ongle, puis le doigt. Puis là, à un moment donné, tu te fais guirlander. Mais en même temps, je comprends un peu. Ça peut pas bien aller dans le sens qu'au quotidien, quand tu pars aussi en avance, c'est sûr que tu vas te faire brasser. Ah oui. Les journalistes peuvent pas te traiter, ils peuvent pas ne pas te traiter un peu plus durement, te questionner sur tes politiques. À 99%, c'est toi qui vas être le prochain premier ministre. Il fallait qu'ils s'attendent à ça, je non? me suis même demandé à un moment donné s'il faisait pas exprès. Pour ben d'être oui. mauvais. Pour perdre des sièges? Oui! Mais là, quand même, t'es fou! Non, je l'ai même écrit. Tu sais, quand tu dis des affaires comme sur le 3e lien, on n'a pas étudié, non. Il n'y a aucune étude qui prend le projet de tunnel à 4 voies. Il fait preuve de transparence. Mais... Écoute, c'est un projet de combien de milliards? Là? Ben, dis la vérité. Pour moi, c'est une évidence. Oui, mais quand tu demandes aux candidats vedettes, si le BAP, si tout le monde dit que c'est un projet nul, faut pas... Lâchez-moi avec ça. On a réglé le cas de François Legault en vrac. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les autres chefs, leur performance? C'est sûr que Paul Saint-Pierre Plamondon, le Parti québécois, s'est révélé pendant cette élection-là. Il est arrivé, on l'a dit tantôt, à moitié mort. On annonçait le Parti québécois. Là, Véronique Yvon était parti. Donc, ça allait pas bien. Et donc, lui est arrivé candide, au débat, premier débat Radio-Canada, débat à TVA. Donc, il est arrivé comme avec une nouvelle approche. Moi, je n'étais pas convaincue au début pour dire Il a toujours été de même. C'est juste que là, il y avait de l'espace pour être regardé. Oui, mais il a tendu la main au débat des chefs à Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, une autre manière de faire de la politique. Je pense que c'est sa nature. C'est ça. Mais ça marche. Puis les Québécois ont aimé ça. C'était le gentil. Moins comme partisan, c'est ça, moins comme partisan. le Jack Layton. Les Québécois aiment les personnes gentilles. Puis il l'a été. Il reste-tu quelque chose à dire sur Dominique Anglade où on passe, elle est partie, ça pas... Plusieurs ont dit que C'est c'est triste. une excellente campagne. Elle a quand même fait une bonne campagne. Je suis pas d'accord. T'as beau sourire et avoir de l'énergie. Si tu te trompes sur ton cadre financier, puis tu sais pas combien d'éoliennes tu veux mettre au Québec pour un projet que tu dis phare, là, de lier écologie et économie, le projet Éco. C'était quoi ça, le projet Éco? C'est ça. Mais je veux dire, si tu fais 2 erreurs de même graves, là, tu peux pas faire une bonne Puis elle campagne. avait C'est pas une bonne d'équipe. Ouais. Ça Mais a été le fond- un lancement difficile. Moi, je Puis en pense plus, des que problèmes Mme Anglade, d'organisation. elle ne pourrait pas faire une bonne campagne. Parce que tu peux pas... Tu l'as fait, là, c'est tellement exigeant pour des politiciens de faire ça, là, qu'il faut que tu sois bien, moi, je pense, avec qui tu es. Tu sais? Et Paul Saint-Pierre Plamondon a assumé qu'il est un idéaliste, puis c'était ça qu'il a fait. Tu sais, François Legault, il a pas fait une bonne campagne, mais il a été authentique. Puis je pense que c'est ce que... Mais c'est qui, Mme Anglade? On n'est même pas sûr que c'est une libérale, totalement. Non, mais on n'a pas... Ouais. On la connaît pas.
Puis on l'a jamais connue. En plus, elle y allait pour le grand chelem. Là. Elle se présentait comme une future première ministre. Tu l'as dit, Paul Saint-Pierre Plamondon, il s'attendait à rien. Ouais, mais ça, on partait à rire en même temps. T'es à 7% chez les francophones, tu dis je vais gagner l'élection. Ah ouais, ils vont tous les compter. Tu sais, il y a quelque chose, en tout cas. Gabriel Nadeau-Dubois, Éric Duhem, qu'est-ce qu'il a à dire? Éric Duhem, c'est incroyable ce qu'il a gagné. 471 598 voix de est-ce plus. Est-ce qu'il a gagné dans ce qu'Emmanuel nous parlait plus tôt, la pré-campagne? Est-ce qu'il a gagné des... Moi, je pense qu'en campagne, il n'a rien gagné. Moi, je pense qu'il a gagné des choses. Ah ouais? Il a quand même fait des gros rassemblements, rappelons-nous, au début de la campagne. Oui, mais ça, c'est comme... Il y a une base qui lui était fidèle, mais je pense que la campagne lui a fait très mal. Là. Premièrement, tous les trucs sur... Non, mais la violence puis les menaces, qui a pris comme 36 heures avant là, de tu parles des menaces envers les élus. Il y avait un sous-entendu que c'était de son monde un peu. Qui l'a pointé du doigt, même si c'était un ancien candidat libéral qui l'avait 24 heures de trop avant de trouver le bon message là-dessus. Puis après ça, il y a eu le délire là, sur ses taxes municipales, puis tout le reste. Puis il n'a pas réussi. Ça a cassé son élan. Mais moi, je pensais qu'il y aurait qu'il y aurait des sièges. Et d'ailleurs, 13 c'est il aurait très dû honorable. avoir une coupe de sièges. Évidemment. Évidemment. Mais il a forcé, il a changé complètement le jeu. À 5 joueurs, là, ça change tout, même pour les médias. C'était compliqué, là. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, lui, est sorti déçu, là. Il est sorti déçu, mais il a été bon. Moi, c'est un phénomène, Gabriel Nadeau-Dubois. Je trouve que c'est un élu prometteur. Il parle bien, mais ça lève pas. Donc, c'est une campagne décevante. Mais il touche moins le cœur des gens que Manon Massé. Il aurait dû gagner plus de voix que ça. Puis alors, il en a perdu par rapport à 2018 16 000. Il a perdu. Il fait partie des 3 partis qui ont perdu des voix. On l'oublie. Quelle belle introduction. Et il nous reste un petit tour de table sur les résultats, où ça nous mène, les surprises, qu'est-ce qui arrive. Vas-y. Oui. C'est ça. Moi, je trouve que Québec solidaire, c'est assez décevant, au fond. Qui peut être content, qui peut être déçu là, le lendemain de l'élection? Es-tu juste François Legault qui est vraiment content? Objectivement, oui. Là. Je veux dire... Le Parti québécois a dit oui, on est 3. C'est comme OK, on a passé du respirateur artificiel aux soins palliatifs. Là, je veux dire, t'es quand même pas. Non, puis 3, c'est le plus petit nombre depuis 1970. Oui, mais ils ont gardé l'idée, le projet politique vivant. Donc pour eux, c'est une grande victoire et tous les péquistes que je rencontre sont heureux, réellement. Ouais. Mais est-ce que politiquement, c'est une vraie victoire? Non. Québec solidaire, toute leur victoire, c'est qu'ils ont un siège de plus. C'est une vraie victoire, ça? Non, ils ont perdu des voix alors qu'ils pensaient avoir l'opposition officielle. Ils en rêvaient. Alors que le Parti libéral, a perdu énormément de voix. 410 000. La moitié. C'est une catastrophe. Oui, puis il se retrouve opposition officielle. Et c'est pour ça qu'elle était contente, Dominique Anglade, en partie. Elle est contente de nature, là. Je pense qu'elle est enthousiaste de nature, peu importe les circonstances, un peu déconnectée. Mais quand même, elle était contente d'avoir le statut d'opposition officielle. Et c'est vrai que au Parlement, même s'ils sont une 4e partie, ils ont un rôle extrêmement important encore. Ils ont un 2/3 des budgets, des questions, ils ont tout, là, ouais. On est à faire la revue de l'année politique de l'année 2022 en compagnie d'Antoine Robitaille, Elsie Lefebvre et Emmanuel Latraverse. La revue de l'année politique avec Mario Dumont. Tour d'horizon, donc, des grands dossiers qui ont marqué cette année au Québec, les dossiers que le gouvernement du Québec et les partis d'opposition ont eu à traiter. On est dans la revue politique de l'année. Emmanuel, le début d'année, qu'on le veuille ou non, là, tous les autres dossiers passaient 2e. On est retombé dans la vague Omicron, janvier, février, les mesures COVID, les restaurants fermés. Non, puis c'était comme le cataclysme là, dans les hôpitaux. C'était une forme de crise comme on l'avait pas vu venir parce que ça a été la fin de nos illusions. Tu sais, on avait eu la vaccination, tout le monde avait eu ses doses, peut-être c'est correct, on est vacciné, ça va bien aller. Puis là, tout d'un coup, ça se met à monter. Puis là, on nous fout en confinement le 31 décembre. Puis... Couvre-feu! C'est quand même incroyable qu'on ait eu des couvre-feux au Québec comme ça. Refermeture des établissements.
Quand je repense à ça. Mais masque c'est... obligatoire. On a l'impression que ça fait 20 ans. Moi, j'ai je l'impression, croyais mettons, qu'on genre, aurait des années folles. Que ce serait une année folle 2022. Que ça serait fini, là, puis là, wouhou! Ça serait complètement dingue. Mais non. Mais ça s'est fait Il y a eu tranquillement. mais est-ce que le gouvernement a bien, Graduellement. mais est-ce que le gouvernement a bien géré, d'après toi, le déconfinement? Je sais pas, je pensais à la loi, puis il aurait pu le faire autrement pour que s'il y a quelque chose d'autre comme une pandémie, là, on puisse prendre des mesures. C'est devenu impossible en même temps de reprendre des mesures. C'est devenu totalement scandaleux tellement qu'on est allé loin dans le confinement et les mesures sanitaires. Je suis tiraillé là-dessus parce que j'ai détesté ça comme tout le monde, puis tout ça, mais on dirait que politiquement, il s'est arrangé pour qu'il n'y ait plus de possibilité d'appliquer des mesures de santé publique sans qu'il y ait vraiment... Ouais. Moi, je pense qu'il va y avoir des camionneurs, il va y avoir des... Ouais. Dès qu'il Non, va y non, avoir... il peut je pas le faire vois ça, là. juste... Il peut plus faire ça. Mais Non. le paradoxe, Mais c'est parfois, que- ça peut être essentiel. Ouais. Mais le paradoxe, c'est qu'au printemps, tout le monde était fâché contre les mesures. Mais quand est arrivée l'élection, les vox pop auprès des gens, les gens votaient pour M. Legault. Oh, il a bien géré ça la pandémie. On Oui. n'était plus capable d'en entendre parler. Puis effectivement, tu sais, je pense que tout le monde s'est dit, y a-t-il quelqu'un au Québec qui aurait fait mieux que lui? Non. Ouais, c'est un Donc, peu à ça, partir de la ce fameuse moment-là, question, c'est ouais. comme ça va tout croche. Puis, tu sais, c'est toujours que tout le monde était triste, mais à un moment donné, ben, c'était ça qui était ça. Puis, c'est tout. Donc, puis maintenant, on est passé à autre chose. Là. Donc, autant les mesures ont été fortes et brutales, autant aujourd'hui, juste penser mettre le masque dans les écoles, ça passe Non, mais c'est même pas ça. Tout. En campagne électorale, il n'y a pas un parti qui a vraiment mené la charge sur l'idée de revoir le rôle de la santé publique. Tu sais, c'est une promesse, là. Oui, ça peut être Un peu Éric Duhaime. Oui, mais pas, tu sais, enlevons Éric Duhaime, non, c'était comme l'âme et la raison de vivre, là. Mais dans les autres partis, il n'y a personne qui a mené la charge sur une enquête publique pour comprendre. On sait toujours pas comment ça se fait Éric qu'on Duhaime a était demandé une aussi enquête mal publique. préparé, là, tu sais. Ouais. Puis, alors, il y a plein... Mais c'est comme si le monde était tellement tanné, là, que tout le monde s'est mis sur le Mont-Royal puis s'est mis à chanter « Tourne la page ». C'était comme terminé, Mais- là. et pendant que nous étions en confinement, en janvier, février, etc., s'installait un nouveau monstre dont on regardait pas la statistique mensuelle, l'inflation qui est montée à 4. Puis là, les économistes, ouah, pas trop inquiétant, 4,5, 5. Ouah. Et là, au printemps, on avait un nouvel ennemi, l'inflation, qui est devenue finalement l'affaire de l'année, là. Ben oui, la guerre en Ukraine qui l'a déclenché. aussi. Notamment. Ben oui. Puis je me souviens du point de presse dans le couloir avec le ministre des Finances qui était déjà découragé parce que l'inflation montait. Puis là, il allait à écrire il était en train d'écrire son budget. Puis là, il dit ouais, ben on n'a pas fini d'écrire le budget, hein. Puis là, c'était le 28 février ou le 24 février quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine. Mais on sentait que ça allait être terrible. Là. Et effectivement, ça a déclenché une inflation qui est peut-être plafonnée là, actuellement, par contre. En fin On peut d'année, espérer, ouais. mais qui a été marquante pour bien des gens. Ah, Le coup de la vie, c'était l'histoire de l'année, là, dans le portefeuille de monsieur, madame, tout le monde. Ouais. C'est certain. Puis la CAQ a été au rendez-vous quand même pour parler de ces enjeux-là. Donc, c'est les chèques. Ça a-tu marché? C'est le monde, as-tu aimé ça ou pas aimé ça? Ben, je voyons pense donc, il n'y a que jamais... oui. C'est comme... Ben, les commentateurs n'ont pas aimé ça. Ben oui, mais nous, c'est notre job de poser un regard critique. Mais mon père avait une expression, il dit, il n'y a jamais un homme qui s'est fait donner une tape sur la gueule en disant à une femme qui était belle. Mais il n'y a jamais un électeur qui va aller cracher sur un chèque du gouvernement, là, tu sais. Ben, ils l'ont pas tout. Je pensais que tout le monde l'avait redonné à des organismes Oui. communautaires, moi. C'est ça. Alors, c'est juste quelques députés, ça. Madame Setlacoué, là. Ah, OK, Exact. Mais c'est vrai que la guerre en Ukraine a été un électrochoc parce qu'on sortait de la COVID, puis du jour au lendemain, une guerre terrible comme ça a fait en sorte qu'on ne pouvait plus s'apitoyer sur notre propre sort. Donc, C'est on vrai que s'est ça a remis en retourné. perspective nos misères, là. Hein? C'est ça. Donc, il y a eu ce changement-là brutal qui a été marquant puis qui dure toujours, la guerre en Ukraine, ceci dit, mais qui a aussi des impacts sur notre quotidien avec l'inflation. Un autre dossier de l'année, je sais que ça t'intéresse beaucoup, Antoine, le français. Ah oui. L'état du français au Québec, ça a été un questionnement toute l'année. En fait, l'année a été marquée par la loi 96, notamment. Là. Est-ce Ouais. que c'est assez? La loi n'était pas finie d'adopter, qu'on se demandait déjà, ouais, est-ce que c'est assez? En plus, c'est une année après recensement, avec la Statistique Canada nous sortait les chiffres sur le recensement. Chaque fois qu'il était question de langue, on disait, oh. Je m'étonne, moi, de l'attitude de M. Legault, qui, d'une part, oui, il a présenté la loi. Il est même allé au point de presse avec Simon-Jolin Barrette lors de l'adoption
de la loi, mais il a l'air à mal connaître cette loi-là. Puis en même temps, il nous annonce la louisianisation, il nous annonce des trucs vraiment épouvantables, la fin du français, le déclin. Et il y a comme un décalage entre ce qu'il fait, ce qu'il connaît, c'est-à-dire, il connaît pas sa loi, moi je trouve, et deuxièmement, ce qu'il nous annonce constamment. Alors, donc tu veux dire que sa loi est pas assez extrême pour ses constats? Ben Mais oui, non, exactement. la louisianisation, là, tu sais, c'est pas... c'est pas le déclin, là, c'est l'éradication du français. Ouais. C'est la mort du peuple québécois, là. Sur une longue période, mais oui, absolument. Fait que, tu sais, tu parles de la mort du peuple québécois, mais tu veux pas brusquer les gens avec le cégep. Puis la grosse solution, là, c'est de remplir de la paperasse puis des petites mesures dans les entreprises pour que les gens, puis les claviers, puis gna, gna, Il va y avoir un commissaire, là, par contre. Il y a un commissaire. Puis tu sais, moi, ce que je trouve, puis je crois que c'est ce dont le gouvernement se rend compte, c'est que finalement, cette loi, elle est très peu connue. Parce qu'on a parlé la loi 95, mais elle est épaisse de même. Elle est hyper technique. Il y a plein de trucs. Hyper bureaucratique. Et on cherche... C'est comme si là, le gouvernement venait de se rendre compte que les gros trucs structurants, là, tu sais, ben on les cherche dans cette loi-là. Parce que c'est le fun d'aller changer la Constitution à Ottawa, là. En toi puis moi, ça change rien, là. Attention, ça va peut-être avoir un effet sur la jurisprudence. Mais Ben oui. François Legault a quand même terminé son année avec son discours inaugural où il remet la question du français à l'avant-plan parce qu'il a terminé le mandat en disant, bon, on a réglé la question, c'est derrière nous avec la loi 96. Et là, il revient à la charge, son nouveau ministre, M. Roberge, nous annonce réveil national. C'est quand même pas rien. On parlait de louisianisation. Donc, François Legault, ça fait partie de ses 5 priorités. On a hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous amener là-dessus. Puis, Montréal, pour la première fois, passe en dessous du 50% de personnes qui parlent français à la maison. Donc là, on comprend qu'il y a quelque chose qui doit être fait. À chaque fois qu'il parle de langue, François Legault, il parle d'immigration, comme si c'était uniquement ça. Tu sais, il parle pas de, mettons, la culture Netflix, Spotify, les tout ça. fautes de français de nos Les fautes de étudiants. français, c'est ça, l'espèce de L'analphabétisme décrochage fonctionnel. du numérique. Tu sais, il y a plein d'autres facteurs qui font que le français est en danger. Ce sont au tous Québec. des facteurs. Moi, c'est là où j'ai un reproche dans l'approche du gouvernement, c'est que à force de ne parler que d'immigration, c'est comme si c'était ça l'unique cause. Je comprends que c'est un facteur important, mais à lui seul, il ne suffit pas. Et il y a pourquoi le gouvernement parle pas du reste? Parce que tu vas pas les confronter, les Québécois, à leur dire qu'ils savent pas écrire puis qu'ils parlent mal. Fait que là, on parle pas de l'enseignement du français à l'école. Puis on va pas reprocher aux Québécois leur consommation de la culture parce que notre culture québécoise, c'est vraiment génial. Puis on va pas... Alors, c'est comme si tous les outils, les gros leviers, là, tu sais, ils parlent d'économie, là, du savoir, là, mais qui donnent des subventions aux entreprises pour qu'ils achètent des versions francophones des logiciels. Ça, c'est structurant. Ouais. On pense qu'on va en reparler en 2023 de la langue. Et juste garder un peu de temps pour parler de la santé. Est-ce que c'est le désespoir? C'est la catastrophe. Les urgences, les listes d'attente, les médecins de famille, la DPJ, Mais la santé au-dessus de mentale. tout ça, ce qui n'est pas encore plus le désespoir, c'est le sentiment collectif que On a tout essayé. ça se réglera pas. Là. En fait, Et moi, c'est- j'entends des gens même qui disent... Des gens qui ont peur. Si M. Dubé lâche, comme si là, Oui. c'est le dernier des Mohicans, puis si lui lâche, c'est comme un barrage. Non, moi, j'ai eu de l'espoir aujourd'hui. Ah oui? Oui, C'est-à-dire? une grosse dose d'espoir. J'ai eu une grosse dose d'espoir parce que l'Institut Fraser a publié les temps d'attente. Oh, OK? Ils sont multipliés par 4 là, depuis 30 ans. Là. C'est horrible. Mais on n'est pas les pires au Canada. Ah, on n'est pas les pires au Canada. Pire que ça, on est dans les les 3... Tu sais, on est comme 3e. Là. Alors, finalement, quand on se compare... Oui, on se mais console. puis on a des c'est expériences très surprenantes. L'autre fois, j'ai appelé, j'ai voulu un rendez-vous, j'ai obtenu un rendez-vous avec mon médecin de famille le vendredi. Le lundi, j'étais devant mon médecin de famille. Et tu J'en t'en revenais étonnes. pas. Et tu t'en étonnes, gars. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu des améliorations dont j'ai pas été conscient? Mais, ou quoi? sans face, est-ce qu'on y croit encore, mettons, à la réforme du B? Est-ce que le manque de personnel, que ça pourrait se régler? Est-ce qu'il reste de l'espace Mais pour y croire? Ben,
on n'a pas le choix de toute façon, parce qu'on va pas aller mettre le feu, là. Puis de toute façon, les Québécois veulent pas d'un régime où il y a plus de privé. Fait qu'à un moment donné... Je sais plus ça. Il me semble que dans Il y les en a, sondages, mais ça fait longtemps il y a un qu'il y en petit a. peu- paye à deux vitesses, Même à où on l'époque où paye, Mario là, était en comme en politique, France, déjà. là, puis tout ça, là. Ben, c'est pas Il deux n'y a vitesses. aucun c'est quand- parti qui ose le mettre de l'avant. Non, ben- Éric Duhem propose un système où ce serait les l'État qui 13% des paierait. votes. Ouais. Qui un peu comme en Europe. Mais il reste que la survie du réseau pays québécois, très, c'est pas le privé. Donc, on doit, même si on ouvrait un peu la porte au privé, l'essentiel, c'est le réseau public. Donc, effectivement, il reste encore beaucoup de travail. Puis là, on va, les syndicats, les infirmières, les médecins, tout ça, va falloir qu'il y ait une grande corvée en 2023, pas le choix, là, parce que clairement, le système s'écroule, puis les attentes font juste gonfler. Il y a un problème réel. C'est la rencontre politique bilan d'année à Cube Radio. La revue de l'année politique avec Mario Dumont. C'est la rencontre politique revue d'année à Cube Radio. Et là, on s'en va à Ottawa. Emmanuel, l'année a commencé à Ottawa. Pandémie oblige, mesures sanitaires oblige avec les camionneurs. Et là, c'est la ville d'Ottawa qui a attiré toute l'attention et le gouvernement Trudeau qui s'est retrouvé sous pression. Faut pas oublier l'origine de cette manifestation des camionneurs. C'est que le gouvernement Trudeau a décidé que soudainement, les camionneurs, qui étaient les travailleurs essentiels, qui avaient traversé la frontière, pas vaccinés, pas de quantité... Là, eux autres, seuls dans leur 18, dans leurs 24 roues, là, eux, fallait qu'ils soient vaccinés. Mais c'était une entente avec les États-Unis, c'était des deux barres, là. Oui, mais signé pourquoi? en fin d'année, juste avant la fin de l'année 2021. Tu sais, à un moment donné, puis le fait que M. Trudeau dise ces gens-là disent et pensent des choses qu'ils ne devraient pas penser. Il a vraiment dit ça. Oui. C'est ça qui a mis le feu aux poudres, tu sais, objectif. Je veux dire, il allait débarquer les camionneurs, mais quand le premier ministre dit ça, là, à un moment donné, là, c'est comme... T'as l'impression d'être à Woke Central, là, tu sais, c'est... Puis c'est... Moi, ce que je trouve malheureux avec le recul, c'est qu'on réduit les camionneurs aux hystériques, là, les plus radicaux qui ont bloqué le centre-ville. Mais dans les faits, les fins de semaine, le restant, il y avait beaucoup de gens qui ont manifesté là-dedans puis qui se sont reconnus dans la manifestation des camionneurs. Dans le fait de dire, c'est assez. On n'en peut plus. En même temps, il y a eu un ressac aussi, parce que la population en général, tu sais, tu te prives, tes enfants portent le masque, le confinement, puis là, t'as une gang qui s'en va manifester, qui sort plus de là, qu'on veut juste plus n'entendre parler. Fait qu'à un moment donné, c'était comme, rentrez chez vous. Et la gang qui était dans leur spot devant le... En plus, c'était le siège devant le Parlement, tu sais. Un pays comme le Canada, pas capable de gérer ça. Mais c'est aussi... Moi, c'est aussi qu'ils ont fait 4000 km, là, puis tout ça en camion... des dépenses, une complication de vie infinie, alors qu'ils, pour pas se faire vacciner, alors qu'il y avait un vaccin gratuit à 2 km de chez eux, qui aurait pu prendre... C'est sûr qu'il y a un côté, quand t'es une personne rationnelle, tu dis, voyons, va te faire vacciner, puis envoie, pogne ton truck, va porter du blé en Californie, là, tu sais, je sais pas... Mais ça participait du ras-le-bol dont parle Non, Emmanuel, je comprends. Mais c'était quand même une minorité de gens, là, parce que... C'est une minorité de camionneurs, c'est une minorité de gens, mais ce qui est devenu ressorti frustré, là. de ça, puis la leçon des camionneurs, c'est à quel point l'État fédéral peut être dysfonctionnel. Parce qu'on s'est retrouvés là-dedans, parce qu'on avait une police d'Ottawa qui était incompétente, une commissaire de la GRC qui était incompétente. Je peux pas croire qu'on a invoqué la loi des mesures d'urgence. Mais non, mais pour un ça. premier ministre de l'Ontario qui était comme caché en dessous d'une roche. Ouais. Puis le gouvernement fédéral n'a rien à voir dans les camionneurs, il n'y a rien à voir dans la police, il n'y a rien à voir dans aucune des solutions pour clairer la ville. Mais là, tout le monde vient cogner à sa porte, dirait, hey, mon Jack, quand est-ce que tu vas agir? Fait que, à un moment donné... Mais toi, c'est tellement débile. Antoine, je t'entends, toi, tu trouves que c'est exagéré qu'on ait fait appel à la loi sur des mesures d'urgence, la loi prévue pour les guerres, là? La loi est là pour une insuffisance de droit, pas pour une insuffisance de police. Or, il n'y avait pas d'insuffisance de droit. Et il y avait tout ce qu'il fallait, la police, pour débarrasser, pour finalement remorquer les camions.
Tu sais, on voit ça tous les jours, là. Mettons en France, là, mais même au Québec, je veux dire, on a eu des manifs où, tu sais, Jean Charest, comment il a mis fin à la crise à un moment donné, il a adopté une loi, mais c'était pas la loi des mesures de guerre, là, c'était quasiment ça, là. Ça suspendait tout. Et de la part de ces donneurs de leçons de libéraux fédéraux sur les droits, qui capotent dès qu'on invoque la clause dérogatoire sur des points de droit qui sont très légitimes, tu sais. La liberté d'expression, c'est-tu avoir, par exemple, pour la loi 178, dans le temps, la loi 101 disait affichage unilingue, ça, est-ce que ça atteint la liberté d'expression? Mais la liberté d'expression, est-ce que c'est pas simplement de pouvoir dire Pinochet est con? Mais, tu sais, sur des points de droit comme ça, là, eux autres, ils capotent, ils font la leçon. Et eux autres, pour une manif, ils ont utilisé la loi des mesures d'urgence. Qui suspend, tu peux saisir des comptes de banque. Moi, j'en suis pas revenu. Ouais. C'est vraiment... Ouais. Mais ça a passé à cause du sentiment qu'Elsie décrivait tantôt. Les gens en avaient ras-le-bol, à un moment donné, prendre une loi ou une autre, mais règle ça. Mais j'ai hâte de voir la décision du juge Roland. Ouais. En début d'année 2023, on va avoir ça. Là, on arrive à un des députés conservateurs qui avait pris du leadership, qui est devenu présent auprès des camionneurs, Pierre Poilievre, qui a, je pense, participé à faire mettre dehors le chef conservateur Erin O'Toole. Il s'est présenté à la chefferie des conservateurs contre un dénommé Jean Charest, une course qu'on n'avait pas vu venir. Bâti pour gagner. Ben, M. Poilievre... Tu viens-tu te moquer du slogan de M. Charest? Oui, mais ça, moi, j'en reviens pas. Je veux dire, je vais, sur mon lit de mort, je vais encore trouver que son slogan, c'est une pub de F-150. Là. Ça, c'est comme... c'est bâti pour gagner. Mais Pierre Poilievre est tellement polarisant au sein de son propre parti, qu'il y a des conservateurs qui se sont dit on peut pas être avec lui. Non, on peut pas. Et c'est là qu'ils ont convaincu Jean Charest que lui qui avait non seulement pas milité chez les conservateurs, qui était depuis 23 ans, depuis 23 ans, qui était à l'époque en guerre contre M. Harper, qui est comme Dieu le Père dans ce parti-là, qui est un Québécois de surcroît, qui avec les casseroles qui traînaient, mais que lui, il allait pouvoir aller conquérir un parti qu'il ne connaissait pas. C'est fou. Ça a démontré qu'il était déphasé par rapport au parti, par rapport au conservatisme, par rapport même, je pense, à l'époque politique. Mais c'était sa première défaite cinglante à vie, là. Il avait perdu une élection en 98, mais il y avait eu plus de votes que Lucien Bouchard. Il a perdu en 2012, mais par 4 sièges. C'était la première fois qu'il se faisait lessiver, là. Non, ça, c'est certain. Mais il n'avait jamais fait une course à la direction d'un parti, de un. Puis de deux, remets-toi à l'époque. Je pense que les commentateurs au Québec, on a fait l'erreur de s'accrocher à l'idée qu'il était un extraordinaire campaigner. Et que ça allait porter fruit. Le problème, selon moi, c'est que M. Charest a fait une super course des années 2010. Puis il est allé se battre contre Roadrunner sur Twitter, tu sais. Parce que Pierre Poilievre, on parlait de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un nouveau politicien d'une nouvelle génération qui a des nouvelles manières aussi sur les médias sociaux. C'est incroyable ce qu'il a réussi. Là, ces vidéos, là. C'est ça. Donc, s'adresser directement aux citoyens, du membership qui rentre, des assemblées aussi. Donc, être capable de ramener des milliers de personnes dans une salle, c'est quand même quelque chose. Effectivement, il est polarisant. Et bon, il y a aussi certaines, tu sais, il y a le regain de ce qu'on voit au sud, aux États-Unis. Donc, Poilievre est apparu complètement, là, je veux dire, il a rasé la place, puis Jean Charest est resté complètement largué derrière. Il n'a jamais réussi à prendre le dessus. Et donc, ça va être intéressant de le voir face à un Justin Trudeau. Donc, c'est quelqu'un... Oui, parce que là, on a un duel, le Trudeau-Poilievre, à tout point de vue, personnalité, idée, vision du Canada... Est-ce qu'il y a une lune de miel? Ça n'a pas l'air. Hein? M. Poilievre, pas tellement. Il y a eu une élection partielle en mois de décembre. Mais là, oui, mais c'était un comté où il n'y avait pas vraiment de chance. Non, oui, mais il n'était pas supposé se faire lessiver, tu sais. OK. Ça va pas si bien. C'est ça. Toi, tu penses qu'on a un choc des titans, Trudeau-Poilievre? Potentiellement. Je pense que l'avantage, c'est on ne sait pas c'est quand... C'est peut-être la plus belle chose qui sera jamais arrivée à M. Poilievre, c'est de manger une dégelée dans la partielle avant Noël au mois de décembre. Parce que là, tu sais, ça te force à sortir de ta bulle, là, comme réveil, là. Tu sais, tu peux pas être sur ta planète conservatrice exclusivement, là. Est-ce qu'il va faire les ajustements nécessaires?
Il a fait des grosses erreurs. Tu sais, parler de la crypto-monnaie, parler de la Banque du Canada. Oui, mais Justin Trudeau a déjà dit qu'il admirait la dictature chinoise, là. Fait que, tu sais, comme des grosses erreurs quand t'es dans une course à la direction, là, rendu dans une campagne électorale, là, Mais parlons-en de Justin Trudeau. Si on faisait sa performance de l'année, la qualité de sa performance de l'année, il y a une entente avec le NPD, il a réglé les camionneurs, une entente avec le NPD pour sécuriser son mandat, il finit l'année, il gagne une élection partielle, les sondages sont pas pires. Ça va-tu bien, M. Trudeau? Ben, ça va bien, mais rappelons-nous qu'il a gagné quand même minoritaire. Là. Il nous avait amené en élection pour rien. On s'est retrouvé avec le même résultat, mais il gouverne, on pose pas trop de questions, mais c'est une catastrophe de gestion gouvernementale. Quand on regarde ça, les passeports, rappelons-nous, on sort de la COVID, tout le monde pouvait prévoir que tous les Canadiens allaient vouloir sortir du pays, sauf le fédéral. Immigration, c'est une catastrophe, les frontières, je veux dire, il n'y a pas un dossier qui fonctionne, mais lui, ça semble lui couler comme sur le dos d'un canard, puis il a plusieurs vies, puis il sourit, puis il est beau. Ah oui, c'est un excellent résumé. Moi, j'en reviens pas. J'ai tendance à dire que les gens en ont marre de Justin Trudeau, mais il réussit tout le temps. C'est un habile politicien, puis ça paraît même pas qu'il est minoritaire. Ça paraît... Il y a une entente. Je sais, moi, mais... je pense ce qui aide M. Trudeau dans le contexte, c'est qu'il y a quand même des premiers ministres provinciaux conservateurs qui sont hautement impopulaires. T'sais, Doug Ford est un des premiers ministres les plus impopulaires du Canada. Daniel Smith en Alberta, je veux dire, c'est un fléau d'incompétence jusqu'ici. Alors, les électeurs regardent ça puis disent, my God, les gros modèles, là, les poids lourds du mouvement conservateur au Canada, là, ces parents sont pas bons, on va pas leur donner les clés du gouvernement fédéral en plus. Là, c'est pas comme à l'époque où t'avais Ralph Klein là, en Alberta, que t'avais des gros ténors conservateurs. Là, c'est comme un populisme de bin sur le bras. Là, ouais, mais c'est une toute petite province quand même, le Saskatchewan. Je veux, le temps file, je veux qu'on se parle, on peut pas faire le bilan de l'année à Ottawa sans parler de la Chine, là, appelons ça l'éveil, la prise de conscience sur un ensemble de dossiers, sur toutes sortes d'affaires, que la Chine est dans nos pattes, là. Oui. Ingérence massive de la Chine qui est reconnue par les services de renseignement canadiens dans des rapports qui ont été déposés en comité parlementaire. Les élections... Il y a les élections, il y a la désinformation, il y a les postes de police cachés, là. Et donc, c'est comme Hydro-Québec. Oui, Hydro-Québec. C'est comme si on vient de se rendre compte. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que là, tout d'un coup, là, on vient de se rendre compte que le Canada était ultra naïf. Avant d'être trop sévère pour le gouvernement, il faut juste pas oublier que pendant 2 ans et demi, il y a eu 2 Canadiens en Chine tenus en otage. Mettons que ça te limite la capacité de jouer les gros bras. Mais là, il y a une obligation de résultat, je pense, de la part du Canada, parce que quand on compare à nos alliés qui ont tous les mêmes problèmes, l'Australie, en 2018, ils ont mis un registre des agents... l'Australie, la Grande-Bretagne, il y a plein de pays européens qui ont modernisé leur loi sur l'espionnage. On a une loi qui date de 1984, c'est l'époque de la guerre froide, là. Mais écoute, on a donné un contrat à une entreprise qui a les mains liées avec le gouvernement chinois pour gérer la sécurité de la GRC. Les communications. Les radios de la GRC. Là, on n'est même plus dans les lois d'espionnage. On est juste dans le minimum puis on n'est pas capable de faire ça. Je veux dire, on part de loin, là. C'est tout un virage pour les libéraux fédéraux qui étaient très proches de la Chine. Que ce soit le père Trudeau, évidemment, mais plus proche de nous, oui, Jean Chrétien et les Desmarais, là, évidemment, qui étaient très proches de cette... Donc, je trouve que c'est un gros renoncement, presque, de la part des libéraux de couper avec la Chine. C'est comme on l'a dit, c'est la fin d'une certaine naïveté. On va faire des affaires, oui. Puis, tu sais, il y avait des missions là, continuelles en Chine. Équipe Canada. C'est fini, Équipe Canada. C'est fini. Je trouve que 2022, ça a mis fin à ça. C'est à la grande rencontre revue d'année 2022 à Cube Radio. La revue de l'année politique avec Mario Dumont. Vous êtes à la grande rencontre revue politique Cube Radio. On est avec Emmanuel Latraverse, Antoine Robitaille, Elsie Lefebvre. Et là,
exercice pour regarder l'année avec des éléments bien précis, bien punchés, des gaffes, des étoiles montantes, des étoiles qui pâlissent. On va regarder le meilleur pour la fin. On va commencer avec les gaffes. Je commence avec toi, Elsie. La gaffe politique de l'année. Ben moi, j'y vais avec Jean Boulet, ses propos sur l'immigration. C'était inacceptable de faire ça en période électorale. Ça À une semaine du vote. Exactement. Ça a mis le chef, le premier ministre, dans l'embarras, son parti. Et surtout, ça a miné une question fondamentale pour l'avenir du Québec. Donc, c'est un dossier tellement majeur, justement, sur la protection de la langue française. Donc, d'y aller avec des approximations comme celle-là, oui, il y a eu des excuses, puis bon, on les accepte, mais reste que ça a blessé des gens. C'est des humains derrière les trajectoires d'immigration. Et surtout, ça a plombé le dialogue possible sur ces enjeux-là, sur des mauvais enjeux, sur des mauvaises bases. Alors, c'est ma grosse gaffe. Antoine, toi qui es perfectionniste de la gaffe politique de l'année. Le 16 milliards de Dominique Anglade qui manquait dans son cadre financier, appuyé par Carlos Letao, je trouve que ça a été vraiment une gaffe parce que ça allait déjà très, 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 très mal pour le Parti libéral. Puis là, ça touchait à l'économie et ils essayaient de regagner leur étiquette de parti de l'économie. C'est vraiment une gaffe majeure. J'ai rarement vu une telle erreur dans un cadre financier. Donc, c'est une des grosses gaffes de l'année. C'est sûr que ça te complique la vie quand tu veux dire que t'es le parti de l'économie. Ça te nuit. Emmanuel, la gaffe de l'année. Ben, dans la même veine de compliquer la vie quand tu veux dire que t'es crédible économiquement, là, c'est Pierre Poilievre qui a dit qu'il y avait une façon de se soustraire à l'inflation. C'était les crypto-monnaies, mesdames et messieurs. Puis là, comme 3 mois après, c'est le crash monumental. Puis ça illustre tous les travers de Pierre Poilievre. Le fait de tourner les coins ronds. Les phrases choc, tu sais, opt-out of inflation, quand c'est plus compliqué que ça. Puis l'espèce d'essayer toujours d'avoir l'air moderne, de dire n'importe quoi, de gagner à tout prix. Celle-là, moi, je pense qu'il va la traîner un bout de temps. Et là. tout ça dans une belle vidéo YouTube, quand même. Ben oui, en train de fumer la chicha. Ben oui, c'était quand même ça. Bon, allons-y maintenant avec les étoiles. On va commencer avec les étoiles montantes de l'année, Elsie. Mais moi, j'irais avec l'élection de Catherine Champagne-Jourdain. Donc, première femme autochtone élue au Québec, c'est pas rien. Donc, elle a beaucoup de pression sur les épaules parce qu'au-delà du symbole, le symbole est important en soi. On a vu Pauline Marois, première femme élue. Donc, on brise un plafond de verre. Donc, pour Madame Champagne-Jours-Jourdain, nouvellement ministre. Donc, maintenant, ça va être juste députée, ministre. Exactement. Donc, ça va être de créer un bilan. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances. Qui répond clairement, en plus, aux questions. Je trouve que c'est assez solide. C'est toute une qualité, ça. Il va falloir qu'elle corrige ça. Elle va se mettre dans le trouble. Bon, commentaire que ça. Moi, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Je pense que c'est l'étoile montante puisqu'il était inconnu. C'était un chef qui faisait des points de presse dans le couloir. Puis il a réussi quand même à faire une excellente campagne électorale en jouant beaucoup l'authenticité. On sait que parfois l'authenticité, ça peut être de la dissimulation, mais il a réussi, je pense que ça venait de sa nature profonde. Puis c'est ça que les gens ont senti. Puis après ça, évidemment, la question du serment, il a tenu bon. Puis je pense que les circonstances y ont pas mal donné raison. Et ce faisant, il passe à l'histoire. Ben oui. Il va devenir le premier député siégé à l'Assemblée nationale sans avoir prêté le serment. Absolument. Donc, étoile montante. Bon. Et il a créé une relation qui va durer, je pense, avec les Québécois. Puis pour ça, je t'appuie là-dessus. Ça va... Étoile montante de l'année, Emmanuel? Moi, je suis allée à Ottawa juste pour faire un peu différent. Moi, je dirais Anita Anand, la ministre de la Défense nationale. Premièrement, elle a été la ministre des vaccins pendant la pandémie. Il faut se rappeler à quel point on lui a cassé du sucre sur le dos, disait qu'elle était nulle, qu'elle comprenait rien, qu'elle se faisait avoir. Puis finalement, elle a même réussi à les livrer, ces vaccins-là, au Canada. Puis après ça, M. Trudeau l'a récompensé en lui donnant le pire dossier qui pouvait exister, c'est faire le ménage à la Défense nationale. Puis elle le fait avec détermination, avec passion. En plus, elle a réussi à faire augmenter significativement le budget des Forces armées canadiennes parce qu'elle mène ces dossiers-là, la guerre en Ukraine, sur les deux fronts. Puis moi, quand je pense à Étoile montante, je vois une ministre qui gagne en assurance. On n'a jamais remis en question sa compétence, mais là, elle gagne en assurance dans ses décisions. Puis c'est clair qu'elle est en train de devenir une candidate potentielle incontournable à la succession de M. Trudeau. Oh! Elle s'entend bien avec Mélanie Joly, paraît. Hein? Elle s'entend bien avec Mélanie Joly, paraît. Oui, ça s'entend super bien.
Tu finis ton étoile montante avec un petit plus, une épice. Là, bon, les étoiles, là, je voulais pas dire étoiles filantes, les étoiles qui pâlissent. On a été gentils, c'est notre nature. Elsie, quelle étoile pâlit? Ben moi, je suis allée avec un dossier, le français. Donc, au Québec, là, ça fait des années qu'on en parle. Il y a eu 2 rapports en 2001 de l'Office de la langue française et il y a eu un rapport accablant de Statistique Canada au mois d'août. Donc là, le français, c'est plus juste faut protéger le français. Ce qui a fait en sorte que le premier ministre du Québec a lancé un appel clair à sa réélection alors qu'on pensait que c'était terminé. La ministre fédérale nous a même dit le français est menacé au Canada, y compris au Québec. Donc, on s'attend à des mesures musclées dans les prochains mois. Et donc, voilà. Ton étoile qui pâlit, c'est le français. Ouais, c'est un peu triste, oui. Très triste. Antoine? Ben, Justin Trudeau, même s'il est bien habile, je trouve quand même que les services gouvernementaux fédéraux, c'est terrible. Tout ce qu'on découvre constamment, on parlait de l'immigration tout à l'heure, les passeports. Il me semble que quand j'étais jeune, le gouvernement fédéral, c'était assez fiable. En tout cas, j'ai un souvenir vague. Mais moi, là, j'ai un souvenir de dirigeants de l'ENAP au Québec qui disait, tu sais, la fonction publique au Québec, faut qu'on forme notre monde, faut qu'on monte le standard, parce qu'au fédéral, la fonction publique est compétente. Et il m'a dit, c'est plus un modèle, c'est plus un standard à atteindre aujourd'hui, la fonction publique fédérale en 2022. Là. Est-ce que ça va atteindre le premier ministre? Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, peut-être, et que c'est pour ça que ça... Puis lui, qui a l'air à flotter au-dessus de ça, qui a l'air à vouloir pas trop, mais et ça va l'atteindre à un moment donné, j'ai l'impression. Pourtant, c'est un gestionnaire de haut niveau qui devrait donner l'exemple de la bonne gestion. Oui, il peut très bien jouer la bonne gestion. C'est un bon comédien. Emmanuel, étoile qui pâlit. La rivale de Anita Anand, Chrystia Freeland, comme ministre des Finances. Elle a été quand même extraordinaire pendant la pandémie parce qu'elle avait réussi à régler des dossiers avec les provinces, là, tu sais, sur... on va dire que c'est facile. Avant, elle avait réglé Trump. Elle avait réglé Trump, elle avait, tu sais, était comme une doer qui réglait des problèmes, puis on la voit dans le poste de ministre des Finances où elle ne semble pas à sa place. Quand j'étais à Québec pour la mise à jour économique, j'écoutais M. Girard, là, tu sais, défendre sa mise à jour économique dans la minutie, la détail, tu vois qu'il comprend, tu vois que c'est lui qui l'a conçu, qui l'a écrit. Elle nous livre des mises à jour économiques en nous parlant de lignes, de classe moyenne. C'est comme si ça l'intéressait pas. Parce que ce qui l'intéresse vraiment, c'est la guerre en Ukraine, c'est d'autres choses. Puis de plus en plus, dans les cercles économiques, sa force et sa crédibilité est remise en question. Bon, question, parce que là, on pense déjà à l'année qui vient, on en termine une, on va en amorcer une autre. Quel est l'événement de 2022 qui aura le plus de répercussions sur ce qu'on va suivre en 2023? Ben, j'aurais pu dire la guerre en Ukraine, qui a eu des grosses répercussions et qui continue d'en avoir, notamment sur l'économie mondiale. Mais j'y suis allée avec les femmes iraniennes. Donc, est-ce qu'on ira au bout de cette révolution? C'est pas rien quand même ce qui se vit en Iran. Et la prise de parole, les femmes qui sont dans les rues, pas juste les femmes d'ailleurs, donc les intellectuels, les hommes les plus jeunes. Et donc, ça va être à suivre et j'espère que ces femmes pourront se libérer parce que c'est un message d'espoir qu'elles portent pour nous toutes. Ouais, moi, j'ai parlé de la guerre en Ukraine, puis son dénouement pourrait être vraiment marquant en 2023. Est-ce qu'on a espoir que ça se termine en 2023? Oui, puis comment ça va se terminer? Là, que je parle de dénouement, ça peut être une catastrophe. On le voit pas tant, là. Non, c'est ça. Tu sais, Poutine qui joue le chaud et le froid constamment, moi, ça me fait peur. J'aime pas ça. Je pense que plusieurs personnes sont dans ce cas-là. Ça amène beaucoup de nervosité sur le plan international. L'inflation provient beaucoup de là. Donc, j'ai l'impression que ça, là, après le 24 février 2022, en 2023, ça va être encore très important. Emmanuel? L'annonce du gouvernement fédéral de vouloir accueillir à terme 500 000 immigrants par année au Canada. Je pense que ça va... On a toujours pris pour acquis que le Canada anglais, c'était comme bar ouvert, l'immigration, amenez-en. On n'a pas le droit d'avoir de débat là-dessus parce que t'es raciste si tu le veux au Canada. Puis là, petit à petit, on voit des signes qui pourraient avoir un débat qui va émerger là-dessus dans des sondages qui ont été réalisés où les Canadiens sont inquiets. Puis dans un contexte où il y a une pénurie de logements, il y a une crise de la capacité de l'État de fournir des services, ça, c'est un débat très important à surveiller au Canada.
Bien, merci à vous trois. Alors, c'était la revue politique, de l'année avec Emmanuel Latraverse, Antoine Robitaille, Elsie Lefebvre. Cet épisode balado, comme plusieurs autres revues d'année, sont disponibles en balado audio et aussi vidéo sur l'application Cube et sur le site cuberadio.ca. Merci d'avoir été des nôtres. Merci.